Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau numéro de la saison 3 de French Big Ballers. Enregistrant celui-ci au cours du mois de janvier, les différents admins s'associent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020. Prendre de bonnes résolutions et de bon ton en début d'année, c'est pourquoi il a promis de ne plus insulter le FC calendrier de la saison, une promesse qui tiendra sans doute quelques minutes. Nas, comment ça va? Salut Clément, salut Adri, salut à tous. Je vous souhaite une bonne année aussi. Moi franchement tout va bien. Un petit peu fatigué comme toujours, mais on est là, on est en place. Les Lakers nous font plaisir en plus, donc quoi de mieux. Il n'aime pas les stats avancées, adore Rajon Rondo, espère voir les Celtics de Jason Tatum et Jaylen Brown taper les impies de Lakers en finale et déteste les joueurs qui crient and one sur une tentative de layup. Adrien pense en fait tout le contraire et est là pour nous le rappeler. Comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, merci beaucoup Clément, et puis évidemment bonne année à vous deux et bonne année à tous ceux qui nous suivent, et j'espère que 2020 saura nous remplir de joie et d'allégresse une fois juin venu. Ça fait plaisir de vous entendre, messieurs, après cette très courte période, cette très courte coupure liée aux vacances de Noël. Du coup, on a un petit paquet d'informations à traiter. Je vous propose de commencer par les petites informations qu'on a eues sur ce mois. On commence par le sujet principal, c'est que la trade deadline se rapproche et les rumeurs battent leur train. Outre Drummond envoyé dans les franchises plus structurées que les Pistons, comme par exemple les Knicks, c'est Kyle Kuzma qui a pu lire son nom dans la presse. Les fameuses sources proches du dossier expliquaient que le jeune ailier était sur la sellette. Le front office des Lakers étant à l'écoute des offres à son sujet. Yes. On avait d'ailleurs plusieurs questions à ce sujet. Donc Arnaud qui nous demandait est-ce qu'on peut faire confiance à Kuzma, est-ce qu'il faut le trade, il faut prendre le risque de le trade. Pareil pour Kasparov 23. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie bonne idée de le trader ou une vraie connerie? C'est quand même la question à 1 million d'euros, les gars. On va pas se mentir, en fait, il y a un avantage et des inconvénients à faire un trade pour Kuzma. Déjà, moi, le premier inconvénient que je vois, et j'en parlais sur le compte il y a quelques jours, c'est que, et on l'a vu notamment avec cette victoire quand même assez impressionnante face à OKC, là, dernièrement, ça fait quand même un peu peur de trade un Kuzma qui est dans un collectif qui aujourd'hui quand même fonctionne plutôt bien. Un collectif qui fonctionne pas spécialement parfaitement sur le parquet en termes de jeu et de coordination, mais en tout cas qui fonctionne en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère, et voilà, on sent que tous les mecs kiffent, tu vois, cette saison régulière. On l'a vu même Juste, je t'interromps, mais tu inclus Kuzma comme étant un acteur prépondérant de cette bonne ambiance? Alors, oui. Alors déjà, parce que moi, je suis pas mal de ces joueurs, de tous nos joueurs sur Instagram, donc je vois leur story, et Kuzma, c'est quand même un peu le clown qui met cette ambiance, tu vois, dans les avions, sur les trips, etc., etc. Ça, tu le vois assez régulièrement, et en plus, même, je repense aussi d'ailleurs à un épisode, c'était contre les Suns, si je me rappelle bien, c'était le premier très bon match de Kuzma de la saison. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est ça. Et je me rappelle encore d'avoir vu LeBron et AD le féliciter, etc. Donc tu sens quand même qu'il y a une alchimie, tu vois, qu'il n'est pas livré à lui-même dans un roster qui, entre guillemets, le dépasse avec des vétérans, etc. Moi, je pense vraiment qu'il est inclus dans le truc. Il performe plus ou moins bien, ça c'est la question qui ferait peut-être qu'on devrait le trade. Bon, ça, je pense qu'Adri, lui, il argumentera plutôt pour. Donc je te coupe parce qu'en fait, à propos d'un événement là, je crois que c'est via Bleacher Report que ça m'a un peu interloqué. C'est lorsque les Pelicans sont venus, tu vois, donc les joueurs s'embrassent et Lonzo a refusé, tu vois, l'accolade de Kuzma. Parce que Kuzma a vraisemblablement été premier à le unfollow une fois que le trade a été acté. Tu vois, c'est ce genre de choses. Les joueurs ne sont pas, on va dire, inconscients. Tu vois, ils sont pas aveugles par rapport à ce type de comportement. Donc c'est pour ça que je posais la question jusqu'à quel point, tu vois, Kuzma est apprécié ou est un élément fédérateur du vestiaire. Alors, moi, je suis pas spécialement en train de dire que c'est un élément spécialement fédérateur du vestiaire. Simplement, même tu vois, si on prend plus de hauteur sur cette atmosphère qu'on a dans cette équipe des Lakers. J'aimerais expliquer aussi d'ailleurs un peu à nos auditeurs qui connaissent peut-être plus ou moins comment ça fonctionne. En NBA, d'une manière générale, dans les équipes, il y a beaucoup moins c'est beaucoup plus professionnel, par exemple, que dans des équipes de foot, dans les relations entre joueurs. C'est plutôt des relations entre collègues que des relations entre amis. En NBA, voilà, on voit rarement les joueurs passer du temps ensemble en dehors du parquet, dîner ensemble, etc. C'est quand même quelque chose qui se fait pas beaucoup, ou en tout cas parfois ça se fait sous forme de petits groupes, duo, trio maximum, mais ça va pas plus loin. Là, on a quand même souvent des reports donc, qui sont cités de temps en temps par Bleacher. Moi, j'en avais lu un il n'y a pas longtemps, avant le match à OKC, dans lequel il paraît que Caruso, Rondo, Kuzma, et j'en oublie peut-être, s'étaient réunis la nuit du match, donc la veille du match, en fait, s'étaient réunis pour discuter, justement, parler basket, parler du match. Et, voilà, c'est peut-être pas ce qui a fait
qu'ils aient froissé les OKC le lendemain. Mais tu vois, c'est des petites choses qu'on chamboulerait quand même malgré tout en faisant bouger Kuzma. Voilà, c'est mon avis sur la question. Maintenant, peut-être que tu peux argumenter pour un trade de Kuzma en parlant un peu plus basket pour le coup en l'occurrence, parce que là effectivement on peut réellement se poser la question d'un swap entre Kuzma et Bogda par exemple ou autre chose. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup non plus de packages disponibles en face, mais enfin ça se discute quoi. En tout cas, c'est vrai que c'est un élément qu'il faut prendre en compte parce que même moi, tu vois, qui ne suis pas le fan numéro 1 de Kuzma, s'il s'avère que c'est quand même, tu vois, un des éléments appréciés et qui fait que ce vestiaire vit très très bien en ce moment, alors ça serait même une erreur que de transférer. Ouais. Alors après, il y a deux autres éléments qu'il faut prendre en compte. Et là, le premier, c'est l'élément basketballistique. Et là, j'imagine qu'évidemment, on est à quoi ? On est à un jour, 2 jours après la victoire contre OKC, et même par rapport au back-to-back, après la victoire contre les Mavs également, ou aux yeux de la fanbase qui aime quand même, qui est très très influencée par le court terme, on va dire regardez, Kyle Kuzma, c'est vraiment une star, il joue très bien. Attention, regardez quelles sont les conditions dans lesquelles le joueur s'est exprimé. C'est-à-dire, c'est dans des conditions où il est seul sur le terrain, où il doit assumer la production, un petit peu comme a été son année rookie. Ouais, ça rappelle un petit peu ces circonstances-là. Donc, s'il vous plaît, remettez-le. Enfin, je dis à ceux-là qui vont vraiment regarder Kyle Kuzma avec les yeux d'amour après ces deux matchs-là, est-ce que dans une équipe qui est drivée par le duo Davis-LeBron, est-ce que Kuzma va retrouver cette aisance-là ? Non. Et pour l'instant, dans un contexte où il doit jouer le rôle d'un role player plus, pour l'instant, il n'est pas confortable avec cela. Ouais, c'est vrai. Donc les gens qui vont dire mais regardez, pourquoi vous voulez l'échanger ? Il est quand même extrêmement intéressant sur le plan basketballistique. Je dirais oui, mais non. Il est intéressant dans un certain type de configuration, mais ce n'est pas notre configuration qui doit aller vers le titre. Ouais. Voilà, ça c'est le deuxième point sur lequel il faudra prendre en compte sur est-ce qu'on échange ou on n'échange pas Kuzma. Et la troisième, c'est qu'est-ce qu'on aura en face aussi comme contrepartie. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui sur le marché Kyle Kuzma et qu'est-ce qu'on va avoir comme offre. Clément, tu peux en parler. Il y a quand même eu des simulations d'offres de trade. Et voilà. Voilà. Ah, on va se calmer ce genre de truc-là, parce que chez nous, peut-être que, et nous on n'est pas un grand fan du joueur, parce que le contexte aujourd'hui fait qu'à mon avis, il n'est pas idéal pour que Kyle Kuzma s'exprime à son plein potentiel. Peut-être qu'il y a tout un ensemble d'autres franchises où il est capable là, en étant la première, voire la deuxième option offensive, d'être dans les 25 points par match. Oui, voilà. C'est ça, et ça, ce joueur-là, avec une production de 25 points par match, qui fait un peu ce qu'il veut balle en main, qui est capable évidemment quand il a la main chaude comme face à OKC d'un peu rentrer tout ce qu'il veut, ça a de la valeur. Ça vaut cher quand même malgré tout. Ça vaut pas l'Instant Galloway. Ça vaut pas. Il y avait quoi d'autre aussi comme joueur en face ? Voilà. Putain, c'est les mecs, mais réveillez-vous quand même. Ça vaut pas ce type de joueur-là. Et même un Bogdanovic, bon là j'assume, si vous voulez, le thread que j'avais posté sur le compte sur le cas de Bogda, même un Bogdanovic, ça se réfléchit. Parce que c'est pas du tout la même flexibilité salariale que l'on propose à notre partenaire de trade, en l'occurrence les Kings, en envoyant un Kyle Kuzma qui ne vaut que 5 millions sur 2 ans. Ah mais c'est ça le truc en fait. C'est ça le truc. C'est vrai qu'au début, tu vois, au début, moi, j'étais pas spécialement partant pour le trade contre Bogdanovic. Je lisais un peu de partout. Et c'est honnêtement ton thread, qui d'ailleurs est sorti complètement de nulle part, parce qu'on en a même pas parlé entre nous avant que ça arrive, qui m'a pour le coup fait prendre, on va dire, ton avis, ton opinion sur le sujet. C'est vrai que quand tu regardes finalement, quand tu regardes notre cap, comment notre roster est organisé, les contrats qu'on a, etc. C'est quand même, ça se voit quand même comme le nez au milieu de la figure. C'est ça l'expression, je suis pas sûr, je crois que c'est ça. Oui, ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'on veut dégager un max pour la free agency 2021 et du coup pour James qui viendra ou qui viendra pas. Ça, à la rigueur, c'est pas la question. On essaie juste pour l'instant de rester dans du factuel, avec un peu de prédiction, mais aussi avec beaucoup de factuel. Et donc, c'est vrai que dans ces conditions-là, dégager Kuzma, qui nous coûte quand même pas grand-chose, tu vois, qui nous coûte quand même pas grand-chose pour une troisième option plus. Il ne coûte pas grand-chose. Maintenant, c'est toujours pareil. Il y a toujours ce scepticisme vis-à-vis du fait qu'il nous a pas montré cette saison, désolé de le redire, pour tous les fans de Kuzma, il nous a pas montré pour l'instant qu'il était capable de jouer avec LeBron et AD. Et là, on arrive quand même à la moitié de la saison. Beaucoup de matchs sont passés, les occasions pour lui ont été multiples. Il a été blessé en début de saison, après il est revenu. Depuis, il se sent plutôt bien physiquement, etc.
Et à un moment donné, tu vois, tu parlais tout à l'heure qu'il n'est pas parfait pour la configuration qu'on veut. Effectivement, je caricature un peu, mais on cherche pas à aller gagner le titre en ayant Kuzma en first option, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, à la question sur laquelle est-ce qu'il faut trade Kuzma absolument, l'autre élément qu'il faut avoir aussi en tête, c'est est-ce que la contrepartie va nous aider aussi à gagner immédiatement? Là, il faut en être certain. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une fenêtre de tir qui est assez courte pour les hauts titres. Enfin, elle est courte. Censément, non. Si le duo Davis-LeBron se prolonge, elle sera un peu plus longue. Mais on est dans une année où les Warriors sont en dehors, comment dire, du débat. Les Nets aussi, avec la blessure de Durant, ne sont pas dans la discussion. Donc, c'est vraiment, c'est idéal pour nous. C'est idéal. Alors, si tu as la possibilité d'avoir une amélioration, notamment de ta second unit, évidemment, il faudra être absolument certain. Parce que même si on fait le cas, tu vois, Bogdanovic contre Kuzma, c'est pas que Kuzma qui va faire le chemin. C'est un autre joueur. C'est un autre joueur d'un vestiaire qui fonctionne bien. Donc, qui tu envoies? Tu vas envoyer Cousins, par exemple, mais Cousins, il est vachement pote avec LeBron, avec Davis. Bon, Rondo, on s'en fout, mais en tout cas, tu vois, tu risques de nuire un petit peu à ce clan-là, et t'as pas envie de nuire au clan LeBron Davis en plein milieu d'année, tu vois. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que si tu veux faire le trade, c'est vraiment le home run. Voilà. Ouais, et puis aussi la question par rapport à Kuzma, c'est si on bouge, est-ce qu'il faut qu'on bouge pour autre chose qu'un ailier ou qu'un intérieur? Parce que pour l'instant, notre secteur qui réussit plutôt bien, c'est notre secteur intérieur, notamment avec cette capacité qu'on a dans ce roster à pouvoir alterner small ball, à pouvoir jouer très grand avec AD, Dwight, pouvoir jouer, voilà, comme je disais, petit avec Kuzma et AD, etc. Tu vois, donc ça va aussi bouger quand même un peu la configuration tactique de l'équipe si jamais on décide de remplacer Kuzma par un joueur qui a un profil complètement différent de lui. Et là, pour le coup, moi aujourd'hui, je suis incapable de dire si c'est une bonne idée ou pas, quoi. Tout à fait. Je pense que tu as 100% raison là-dessus. Et à la décharge de Kyle Kuzma, outre le fait qu'il y a eu des blessures, outre le fait qu'il y a ce nouveau rôle qui est encore plus contraignant que celui qu'il avait l'an passé, à mon avis, son plus grand problème aujourd'hui s'appelle Rajon Rondo. Et s'il vous plaît, encore une fois, n'ayez pas... Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il ne faut pas avoir le match de OKC en tête où les deux joueurs, l'un comme l'autre, marchent sur l'eau. Donc c'est très bien, comment dire, les matchs où tout va bien pour les deux joueurs, mais il faut voir sur l'ensemble de la saison ce que cela donne. Et quand ils sont tous les deux sur le terrain, quand tu compares quand Kuzma est avec LeBron, c'est plus du tout le même joueur. Ah bah non, c'est sûr. Les stats sont catégoriques là-dessus. Rajon Rondo tire Kyle Kuzma vers le bas. C'est pas forcément. Après, c'est pas parce que Rondo est quelqu'un de méchant, mais parce que c'est que Rondo est quelqu'un qui aime beaucoup garder la balle et que si il se passe rien pendant 16 ou 18 secondes balle en main, ben, il va te ressortir la balle de manière assez dégueulasse et donc ça fait un tir ou même pas ou un semi-tir pour Kuzma et donc ça marche moins bien. Alors que si c'est LeBron qui a le même rôle, la balle va beaucoup plus vite et donc il a des tirs de meilleure qualité. Voilà, à mon avis aussi. Également sur le cut, ça se passe mieux. Enfin, bref, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, peut-être que si tu change Rajon Rondo par un autre joueur, je sais pas, peut-être un joueur qui est parti à la retraite pour des raisons religieuses. Hein, quelle transition fabuleuse. Je donne cet élément-là au hasard, mais peut-être que ça se passe mieux pour le joueur. Voilà. Allez, je pense qu'on pour revenir sur ce sujet, le troisième jour, il ressuscita. Inspiré par le plot twist de son livre de chevet préféré, Darren Collison penserait à un retour dans la Grande Ligue après 6 mois passés à transmettre la bonne parole. Les Lakers se sont très rapidement retrouvés dans les franchises citées, messieurs. Que ce soit les Lakers intéressés par Collison et Collison intéressé par les Lakers, au même titre que les Clippers, c'est bien ça. C'était les deux équipes qui étaient principalement citées pour Darren Collison. Après le FC Calendrier et l'Olympique de Rondo. Je te coupe. Les Clippers cités par le Woj. Bon, ça, tu vois, pareil, une fois de plus, j'aimerais quand même qu'on le vérifie parce que déjà, ça a dû lui écorcher la bouche, ça s'est enculé de citer les Lakers, de marquer les Lakers, déjà pour commencer. Et je pense, à mon humble avis, qu'il t'a rajouté les Clippers parce que vraiment, sinon, Balmer lui signait pas son chèque du mois, tu vois. Bref, pardon, excuse-moi, je te laisse terminer. Après le FC Calendrier et l'Olympique de Rondo, va-t-on devenir l'ennemi numéro 1 du SC Jéhovah lorsque Collison manquera une passe, messieurs? Ah putain, ça c'est pas mal. C'est joli ça. Oui. Non, Collison, je dirais, est-ce qu'il faut vraiment qu'on épilogue pendant très longtemps sur le cas Collison? Non, ce serait. Déjà l'été dernier, je voulais lui donner 10 millions. Ouais. Pour faire revenir au minimum vétéran, évidemment. Mais oui, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'il faisait littéralement partie des joueurs qu'on visait et on a été atterrés. Enfin, après, bon, il fait ce qu'il peut. Hein, s'il veut distribuer des flyers, c'est son problème. Mais on était vraiment atterrés par sa nouvelle partie parce que c'était un joueur pour nous qu'on voulait compter dans ce roster.
Après, pour Gary Payton, ça semble pas évident, puisque, à part shooter, qu'est-ce que fait Collison de plus que Rondo? Ouais. Je sais pas, il défend par exemple. Hein. Ah, il défend bien. Bon, est-ce qu'on doit vraiment faire un récap Collison pour nos followers? On peut en faire un rapide éventuellement. Oui, on va refaire le point. Sur le profil. Sur le profil, oui. Je pense que les gens quand même qui suivent la NBA depuis même 2 ans, tu vois, savent quel type de joueur il est, à savoir un meneur de type gestionnaire et qui se révèle, ma foi, est assez doué, que ce soit dans le tir, très intelligent, que ce soit dans le tir, que ce soit en défense. Donc tu as un meneur de jeu qui peut assister LeBron dans le devoir de création, mais en même temps tu as aussi un joueur qui est parfaitement capable de vivre sans le ballon sur les séquences. Donc j'ai envie de te dire, c'est vraiment le fit parfait par rapport à ce roster-là. Et qui doit partir, monsieur, puisqu'on a le roster un peu complet? Qui s'en va? Tous les yeux sont rivés vers une seule et même personne qui ne partira probablement pas si jamais c'est pour ça que je pense que c'est Quinn Cook peut-être qui est sujet à partir. À mon avis, ce sera Cook ou Daniels. Mais Cook, Cousins. Pour moi, ça se joue entre Cousins et Daniels. Ouais, pour moi, il faut dégager Daniels. Tu vois pas Cook partir, Adrien? Et il prend plus cher, hein. Certes, il prend plus cher. Je pensais, Je sais pas. Non, moi, Cook. Il prend plus cher et attends, est-ce que tu penses à couper Daniels? Tu penses à couper Daniels? Oui. C'est ça, couper Daniels, ouais. Ouais, tu peux transférer Cook dans une autre franchise à 3 millions. Je pense qu'il y a quand même des. Entre quoi? Denzel Valentine. Mais ça, moi, ça ne lâcherai pas l'affaire. Il faudra toujours couper un joueur après. Si tu veux, on peut couper Valentine derrière, mais. Bon, coupe Daniels après si tu veux. Je ne lâcherai pas l'affaire. Non, mais. Ouais, la liste des coupés, pour moi, ce serait Cousins ou Daniels. On a une question à ce sujet sur Cousins. Est-ce qu'on pouvait espérer un retour ou est-ce qu'il fallait espérer ou le voir, enfin, redouter de le voir se faire couper pour. Moi, je suis très gêné. Là, ça nous met, on met le cas donc Collison de côté. Moi, j'avoue que je suis embêté par le cas Cousins. Parce que honnêtement, les gars, si on doit regarder les choses logiquement, c'est lui qui doit être coupé. Il ne joue pas, il occupe un poste pour rien, quoi. Vraiment dans le roster pour rien, quoi. Une rotation qui fonctionne vachement bien, tu vois. Parce que imagine même Cousins revient ces temps-ci, mais imaginons, tu vois que il soit disponible, on peut le mettre en tenue, tu vois, pour le mois de mai. Ou avril, tu vois, avril ou mai. Très bien. Voilà, pour les playoffs. Donc très bien, mais honnêtement, tu l'as fait l'intégration. T'as toute une rotation qui t'a fait toute la saison régulière, pour l'instant, de fort belle manière. T'as des automatismes à retrouver, tu vois. Cousins, c'est pas non plus je dirais, c'est pas un profil à la Dwight où Dwight, tu dis, écoute, maintenant ton rôle c'est tu dunk et tu fais des blocs et tu prends des rebonds, tu vois. C'est un rôle un peu plus complexe à avoir. Je sais pas, tu vois, je suis embêté. D'un côté il y a ça, et de l'autre côté tu te dis, si tu le coupes, tu pourras pas le re-signer. C'est ça, voilà. Tu perds ta chance de le re-signer l'an prochain au minimum. On le sait pas, mais mais c'est quasi sûr, quoi, tu vois. Voilà, c'est quasi sûr. Ouais. Le mec va rester, il y a ses potes ici. C'est ça. Il y a de très fortes chances que le mec fasse une saison pleine avec nous une fois qu'il revient. Et oui, mais ça, tu vois, c'est une question difficile. Après, justement, t'as cité Dwight Howard et je pense qu'il faut mettre Dwight Howard dans cette équation pour savoir si on devrait couper Cousins ou pas. Je pense que ce que montre Howard, quand même plutôt bon sur cette saison, même assez bon, et d'ailleurs on n'en a pas reparlé, mais du coup Howard a validé son contrat avec les Lakers, puisque je crois que c'était jusqu'au 7 janvier de mémoire. Voilà, Howard produit quand même bien au-delà de nos espérances. Tout n'est pas parfait, parce que tout ne sera jamais parfait avec Dwight Howard, mais c'est quand même vraiment bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, je te rejoins, Adrien, est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de rajouter un gros intérieur, un grand intérieur dans ces rotations, alors que ça fonctionne. Et en plus, ça fonctionne quand même très bien. C'est-à-dire que le duo AD Howard, c'est vraiment pas mal du tout. C'est super intéressant. Moi, en tout cas, c'est un pur kiff de les voir ensemble sur le parquet. Et aujourd'hui, après, le duo AD Cousins était aussi vraiment sympa et intéressant à Nola. Mais le problème aussi, c'est que tu vois, aujourd'hui, comment on dit, tu paries sur un Cousins. Voilà, tu gambles sur un Cousins et tu sais même pas physiquement s'il revient, dans quel état est-ce qu'il va revenir. Parce que c'est ça aussi la question. S'il revient en jouant sur une jambe, complètement rincé physiquement, aucun athléticisme et aucune capacité, tu vois, à tenir des minutes, etc., tu te dis, finalement, quel était l'intérêt, quoi. Et dans une configuration, en fait, c'est simple. Soit on veut jouer le titre à fond pour cette année, on balance tout. De toute façon, c'est un peu ce qu'on a fait déjà en recrutant AD et en attendant aussi longtemps pour Kawhi. On était déjà dans une position dès l'été dernier dans laquelle on voulait gagner maintenant. Est-ce que dans la position où tu veux gagner maintenant, est-ce que tu veux garder Cousins? Là, tu vois, c'est
c'est pas facile de décider, quoi. En fait, si on va au bout vraiment du raisonnement du FO par rapport à cette saison, qui est que on envoie tout, parce que moi je pense pas qu'il voyait dès le début cette saison comme une saison de transition au FO. Moi je pense qu'il la voyait vraiment comme une saison où il fallait gagner. Alors je pense pas qu'il s'était imaginé qu'on arrive à mi-saison quasiment avec 31 victoires et 7 défaites. Mais enfin, je pense qu'ils étaient dans cette optique-là. Et dans cette optique-là, est-ce que tu veux finir la saison avec Cousins qui t'occupe un spot pour rien dans ton roster? Quand tu peux rajouter typiquement un Collison, je sais pas. Après aussi, on peut aussi dire que Daniel s'est complètement rincé et que ce serait pas plus mal qu'on coupe parce qu'il sert à rien, il est nul. Donc voilà, il y a 1000 avis, c'est pas évident de trancher. Un autre joueur qui va partir, messieurs, c'est Anthony Davis, puisque c'est officiel. L'ailier fort a refusé la prolongation proposée par les Lakers, rappelant par la voix de son agent Rich Paul qu'il testerait la Free Agency 2020. Doit-on déjà chercher un remplaçant de ce nom pour Lenny Bro? Bon, heureusement, déjà, la majorité des gens qui nous suivent n'ont pas paniqué à l'idée de cette nouvelle, qui était d'ailleurs bien expliquée de notre part. Vas-y, Adrien, je te laisse expliquer, vu que j'ai pas mal parlé. C'est quoi, sur le cas Davis? Sur le cas Davis, sur le refus de la signature. Explique juste que c'est une tradition et que c'est du classique. Oui, voilà, c'est ça, oui, tu tentes le coup, parce que tu dis, enfin, si tu peux blinder Davis dès maintenant, ça t'enlève une épine du pied pour la Free Agency 2020. Maintenant, du fait que le joueur a environ ces 40 millions d'écart sur les deux contrats. Donc voilà, tu dis pas non à 40 millions. Ah non, 40 millions d'euros, c'est beaucoup de fric quand même. C'est ça, et tu veux avoir peut-être ton destin en main dans les négociations lorsque juillet arrivera, sachant que voilà, c'est juste des questions pécuniaires de contrat, et donc il était tout à fait logique que nous, on propose le contrat, et il est tout à fait logique que Anthony Davis le refuse à l'heure actuelle. C'est ce qui se fait dans toutes les franchises avec tous les franchise players de toute manière. Voilà, on est en pole position malgré tout pour le re-signer très rapidement en juillet, pas de panique. Ouais. On passe au sujet suivant, messieurs. Je pense pas qu'il y ait besoin d'épiloguer sur le cas Davis. Non. Un autre gagnant qui est de l'été qui s'est passé, c'est qui est Rob Pelinka. Ah oui, on a une question dessus, effectivement, je l'ai vu. Attendu au tournant par la Lakers Nation suite aux décisions prises et à la tournure de la saison passée, Rob Pelinka récolte les fruits d'un début de saison tonitruant, faut le dire. Oui. Et initialement signé jusqu'en 2022, mais il a prolongé pour X années, ça n'a pas été précisé. Et il avec une promotion. Voilà, il ajoute par là même un nouveau rôle sur sa carte de visite, celle de vice-président des opérations basket. Pas tout à fait. C'est le vice-président, opération basket. Ah, excuse-moi. Et la virgule. Merci pour cette correction. Mais tu sais pourquoi derrière tout ça? Parce que c'est un taunt à Jim Boss. Hein. Jim Boss était le dernier à avoir le titre de vice-président des opérations basket. Et donc là, tu vois, depuis lui, il n'y avait pas eu ce rôle-là. Donc là, tu mets le même titre, mais tu mets la virgule en disant, tiens, voilà, c'est pour toi, ça connard. Oui, on a une question. Est-ce que c'est mérité? Une question à ce sujet d'Ajon Wilson qui dit: peut-on féliciter Pelinka malgré les reproches faits cet été? C'est difficile, franchement. C'est difficile. Ouais. Je suis embêté. Ouais. Moi aussi. Je veux dire, quand tu te rappelles, ne serait-ce que, en fait, effectivement, tu pourrais te dire que le début tout va bien, la saison est magnifique, mais c'est vrai que pour l'instant la saison est parfaite. On n'a pas eu de grosses blessures sur notre duo, on gagne des matchs, en veux-tu, en voilà. La saison est parfaite. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser à des tas de merde et à des tas de conneries. Ouais. Qu'il a fait effectivement, il est très professionnel et voilà, mais il a quand même fait 2-3 bêtises. Je vais pas toutes vous les rappeler, mais on peut par exemple parler de 2 trades. Vas-y. Non, vas-y. Par rapport à tout ce qu'on peut lui imputer de mauvais, oui, c'est ça. C'est sur les trades en fait de non valorisation. Putain de merde, Ricky Bullock. Et Muscala, ouais. Enfin, 2 joueurs fantomatiques qu'on a dégagés, qui nous ont quand même privés de de Zubac. Et de Svi. Bon. C'est ça, de Svi, ouais. 2 joueurs. Et surtout de Svi d'ailleurs. C'est un Svi qui nous ferait du bien, quoi. Svi qui aujourd'hui serait un joueur qui serait un fit vraiment monumental pour cette seconde unité. C'est ça. Du coup, est-ce qu'il mérite? Il n'a pas maximisé le truc, quoi, en fait. Tu vois? Il y a 2 trucs peut-être même 3 trucs avec Pelinka à voir. D'un côté, le bon, c'est-à-dire, c'est de se dire que bon, ce qui marche bien avec cette équipe, on va pas se cacher, c'est qu'il y a LeBron et Anthony Davis. C'est con à dire. Mais c'est très con à dire. Mais pour ça, il fallait faire 2 choses. Il fallait faire de la place avant 2018. Il a réussi à le faire brillamment avec le trade de JC. Ensuite, il y avait à envoyer en gros tout ce que tu voulais contre Anthony Davis l'été dernier. Ce qu'il a fait aussi. Moi, je maintiens malgré tout qu'on a donné peut-être 1 ou 2 pics de trop dans l'affaire. Ça reste aussi fort que soit AD, même si ça fonctionne très bien, même si LeBron a
les pics font mal au derrière. On fait des pics à chaque fois sur, enfin, tu vois, attaque un peu les gens là-dessus en disant est-ce qu'on a vraiment trop donné pour lui. Malgré tout, je pense que voilà, on a quand même beaucoup donné par rapport à ce qu'ont donné d'autres équipes pour des joueurs de ce calibre. Ok, mais ça, ces deux choses-là, il faut lui mettre à son crédit, il l'a réalisé. Ça, ok. Maintenant, il y a tout le reste. Il y a le fait qu'à chaque fois, il n'arrive pas à valoriser dans un trade les jeunes joueurs. Bah oui. Sauf Clarkson. Sauf Jackson. Ouais. Une attaque personnelle à Clément, ça, direct. Non, du tout. Non, moi, je suis un grand fan de JC. J'ai toujours dit que ce joueur-là était incroyable de mental et incroyable de mental dans le maintien de la production, quelles que soient les conditions que tu lui mettes. Ouais. Ce joueur est assez fantastique là-dessus. Ce qui en fait son charme, d'ailleurs, peut-être une forme d'insouciance ou d'insolence même. Mais c'est le seul joueur, en tout cas, que Pelinka a réussi à finalement un petit peu valoriser. Parce que tout le reste. Vie, putain. Et ça va avance vie, si tu veux. Oui, non, mais bien sûr. Thomas Bryant, par exemple. Ouais, Thomas Bryant. On en parle de lui ou pas? Le mec est coupé comme un malpropre, tu vois, tu sais pas pourquoi. Et évidemment, c'est un joueur qui devient titulaire des Wizards. Des Wizards, ouais. Pour faire partir, parce qu'après, là, on parle aussi de ce qui se passe aux Wizards en regardant, regardez, Mo Wagner, ça marche bien et tout, l'intégrer à la rotation. Ok, très bien. Je rappelle qu'on a payé les Wizards pour qu'ils récupèrent Mo Wagner et Isaac Bonga. C'est même pas que des prospects qu'on a envoyés. On a dû envoyer aussi un second tour de draft en plus pour les enfants. Tu vois, donc ça, c'est tous ces petits mouvements-là. Tu fais, ah ouais, d'accord, ok, ouais. Oui, il a quand même fait pas mal de bêtises, faut le dire. Faut être réaliste. Non, mais bien sûr. Dans un monde parfait où ces trades-là n'existent pas ou ne sont pas faits de cette manière-là, tu as aujourd'hui une rotation qui est encore jeune mais très prometteuse et tu as encore tout un ensemble d'assets que tu peux balancer dans des trades dès maintenant ou l'été prochain. Voilà, c'est ça. Tu vois mais je suis d'accord avec toi. Ce qu'on doit mettre, au discrédit de Pelinka. Et après, le troisième point, et là tu me diras si tu es d'accord, c'est malgré tout, moi je peux pas m'enlever de l'idée que ce mec-là c'est quand même un gros fils de pute, quoi. Tu vois, non mais faut te skier, tu vois. Tu le lis sur son visage. Ça, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, on n'en a pas parlé en off, je précise, je m'attendais pas du tout. Bon, vas-y, parle. Non, mais c'est Littlefinger, tu vois, c'est Peter Baelish. Non, c'est vrai, ouais. Non, mais oui. Je te rejoins. C'est un reptilien, disons les choses clairement. C'est un reptilien. Voilà. Et ça, tu vois, je me dis, ouais, donc maintenant c'est lui, tu vois, c'est lui qui va incarner, tu vois, l'aspect sportif de la franchise. Il y a un truc qui passe pas pour moi. Non, il y a un truc qui fait mal. Et puis, d'ailleurs, en parlant de ça, je peux pas m'empêcher de repenser à son duo avec Magic, qui est quand même un duo qui nous a fait passer pour la risée de tous les faux de la NBA pendant quand même une saison, même un peu plus, tu vois. Donc, c'est pour ça que pour moi, le voyage Angelino de Pelinka, pour moi, est loin d'être aussi parfait qu'on le décrit aujourd'hui. Il y a du succès parce que l'équipe marche bien aujourd'hui, et c'est toujours dans la culture de l'instant et voilà. Mais il y a eu quand même du très mauvais auparavant. Donc pour moi, est-ce qu'il le mérite? C'était est-ce qu'il le mérite? Ouais. Est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il faut mettre le succès à son crédit? Non. Et là, tu vois, c'est ça. C'est qu'après, on va dire, je vais redire une banalité. Enfin, c'est pas Pelinka qui est sur le terrain. Hein. Voilà, et c'est Vogel en partie. Moi, je pense que ce succès, il faut aussi le donner quand même. Il faut aussi le créditer en partie à Vogel et à son staff là, pour le coup, plutôt qu'à Pelinka, tu vois. Et les gens vont dire oui, mais justement, c'est Pelinka aussi qui a choisi Vogel. Ouais, ça s'est pas exactement passé comme ça non plus. C'est pas le premier choix, Vogel. Hein. Non, bien sûr. C'est pas le premier choix, c'est clair. Non, ça aurait pas été notre premier choix non plus, mais bon, tu vois. Oui, c'était pas notre premier choix non plus. Mais oui, non, mais tu vois, en fin de compte, est-ce qu'aujourd'hui, t'as raison, est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui enfile les Zoom LeBron 12 ou 15 ou 20 pour aller mettre les paniers de nous? Est-ce que c'est lui qui coach, qui a réussi quand même à faire d'un roster, parce que aussi moi quand je pense à Pelinka, désolé, on étend un peu ce sujet à Pelinka, faut quand même regarder la gueule de notre roster aujourd'hui on gagne, et c'est pour ça que je donnerais vraiment beaucoup de crédit pour le coup à Vogel et à son staff, beaucoup plus que ce que les gens pensent, parce que sur le papier notre roster est quand même extrêmement déséquilibré, tu vois, et moi je donnais pas aussi cher, on va dire, de cette équipe arrivée en début de saison. Je m'attendais pas à ce qu'on en gagne autant des matchs, pour la simple et bonne raison que franchement notre banc il fait pas rêver, quoi, tu vois, et donc on est d'accord, je veux dire, notamment les derniers, tu vois, et notamment les deux, exactement. Et donc quand tu vois comme il a entouré deux légendes de ce sport comme LeBron et AD, voilà, tu te dis aujourd'hui ça gagne, mais si ça gagnait pas, en fait aujourd'hui il se ferait enfoncer, voire limite virer, tu vois. Donc c'est difficile à
à gérer la question Pelinka. C'est ça, il y a vraiment les deux revers de la médaille avec lui. Ouais. Sur tous les trucs. Donc Moi, je passe mon tour, moi, sur la question Pelinka, personnellement. J'attends, si tu veux, le trade flamboyant. Tu vois, le trade flamboyant ou le titre. Ouais, à la limite, c'est vrai que le titre va sanctionner cela. Mais tu vois, une action comme JM, tu vois, vraiment le gros trade, tout ça, un truc à la Mitch. Tu vois, vraiment, tu les as enflés. T'as enflé ton... Avec JC, on n'est pas loin de ça, mais oui et non. Quoi. Donc, j'attends vraiment un trade à la Pogazol. Voilà, c'est ça. Okay. Et là, je dirais, oui, Pelinka est un très grand general manager. Là, ouais, c'est tendu. Je sais que c'est tendu, mais allez, ok. Imaginons tu signes. Allez, je vais pas prononcer son nom. Hein, mais imaginons que tu signes un certain ailier intérieur européen qui joue dans une équipe vachement forte à l'Est en 2021. Si tu arrives à faire ça, je dis ok. Pelinka, là, t'as droit à la statue. Là, c'est terminé. Là. Il y a personne qui a la statue dans Staples. C'est terminé. Il y a personne qui a fait 2 signatures de 2 gros FA dans toute l'histoire de notre franchise. Ouais, non, personne l'a fait. Même 2. Hein. Même 2, le même GM qui en fait 2 grosses comme ça, personne l'a fait. Là, c'est vraiment très très haut. Ou lui d'ailleurs, même s'il fait Paul George ou Leonard aussi en 2021, enfin, ça sera très très fort. Et là, je dirais, en attendant, je sais pas, vraiment, je sais pas. On attend pour l'instant. Clément, t'en penses quoi? T'as pas répondu sur la question. Je me pose la question de la prolongation, puisqu'il était quand même payé signé jusqu'en 2022, il doit prendre quoi, 3 ans de plus? Si ça commence à mal tourner pour lui, voilà, t'as 8 ans à payer. 5 ans à payer un pauvre type. On avait fait la même connerie avec Walton d'ailleurs, dans mes souvenirs. Ouais, heureusement que ça compte pas dans le cap. Hein. Ouais, heureusement, parce que putain, t'imagines aujourd'hui, tu dois. Ah ouais, non, heureusement. On passe au match, messieurs, on revient sur le terrain. Allez. Et comme le disait une chanson des années 2000, le temps passe, et peu de choses ont changé. Atlanta continue de perdre et les Lakers sont toujours premiers. On a divisé la tendance en deux, messieurs, puisqu'on a commencé, depuis le dernier podcast, on a joué exactement 12 matchs avec 2 moments, 4 matchs contre des concurrents solides qui se sont soldés par 4 défaites. Oui. On peut revenir dessus, je pense. Et ensuite, la deuxième, un peu plus glorieuse, avec 8 matchs d'affilée et 8 victoires pour les Lakers qui entament l'année 2020 tranquillement, tout en haut du classement. Oui, là, pour le coup, tranquille, même sur les victoires d'ailleurs, en l'occurrence. On commence sur les défaites, messieurs. Donc, je rappelle, défaite à Indiana, à Milwaukee, contre Denver et contre les Clippers. C'est ça. On va commencer. Moi, très rapidement, parce que sur le contenu, en fait, il y en a 2 qui ne m'inquiètent pas et il y en a 2 qui m'inquiètent. Les 2 qui ne m'inquiètent pas, c'est contre les Pacers et les Clippers. Les Pacers, parce qu'on lâche le match à la fin. Parfois ça nous arrivera, enfin ça devait nous arriver qu'une fin de match serrée nous échappe à un moment donné. Oui. Là ça a été le cas, bon ok, ça se joue un tir, bon, tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Et contre les Clippers aussi, on est quand même devant et on passe vraiment, les Clippers ça se joue à rien quoi, franchement ça se joue vraiment à rien. Ça se joue vraiment à rien, donc là encore une fois, tu vois, tu relativises. C'est ça, tu relativises, tu rejoues le match une fois et c'est pas dit, tu vois, que c'est clair. Nous repartons pas avec la victoire. Les 2 autres, par contre, qu'on lâche, sont un peu plus préoccupants parce que c'est 2 matchs où t'es pas du tout. Denver, on se fait rouler dessus. Ouais, Denver, on se fait rouler dessus et même face aux Bucks, c'était derrière tout le temps. Hein. Ah oui, face aux Bucks, on s'est fait éclater et c'était sur une leçon de basket là pour le coup. Même les Bucks, c'était inquiétant pour le coup à ce niveau-là. Donc, je vais mettre le coup sur Denver, aller sur une coup d'une lassitude ou pas d'une lassitude ou d'un coup de moins bien général, tu vois, de l'équipe. Mais par contre, celle qui est vraiment préoccupante, en tout cas sur laquelle doit travailler le coaching staff, c'est de se dire, ok, l'adversité au top niveau, ça va être ça, et comment on peut faire pour que ça ne se reproduise pas. Attention, les Bucks ne sont pas invincibles, hein, mais on voit que les Bucks qui marchent bien, tactiquement, c'était trop fort. Ça pose beaucoup de problèmes, en fait. Ouais. En fait, moi, l'un des gros problèmes que j'ai trouvé face aux Bucks, c'est qu'on n'a pas réussi à répondre à leur ball movement. Alors, effectivement, il y a un contexte. Quand tu repenses au match, tu repenses aussi à l'adresse insolente des Bucks pendant les 2 premiers, voire même les 3 premiers quarts-temps. Donc les mecs rentraient tout, ne rataient quasiment rien. Et c'était en plus sur du gros volume, hein. À 3 points, ça rentrait comme dans du beurre, tu vois. Pull-up, d'ailleurs, Giannis qui fait son record de carrière à 3 points. Enfin, c'était n'importe quoi ce match. En réalité, en termes d'adresse pour les Bucks, c'était insolent, c'était dingue. Donc voilà, tu peux garder ça en tête pour te dire que ils rentreront pas autant de tirs à 3 points sur une série potentiellement de finale NBA, tu vois, c'est pas le même basket qui est joué, c'est pas la même config, mais comme tu l'as dit en préambule, on était tout le temps derrière, quoi. Donc les Bucks, il y a aucun moment où tu t'es dit putain, on a le momentum et on est vraiment supérieur sur le terrain et on va les fumer.
Et ça, on peut peut-être en parler rapidement, mais je pense que tactiquement, on a été un peu outclass par Budenholzer, entre autres, et son staff. Donc, j'allais poser la question. Assez inquiétant. Ouais. J'allais poser la question en me disant typiquement que Milwaukee, c'était vraiment l'équipe qui remettait en question le positionnement de AD en 4 et de l'utilisation de 2-5 avec lui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec JaVale McGee et Dwight Howard pendant 31 minutes avec Brook Lopez en face? Ouais. Non, tu peux pas avec toi. Tu peux pas. Là, il faudra vraiment s'adapter. Et c'est peut-être là où, malgré tout, un mec comme Kuzma, tu dois le garder sous la main. C'est ça. Parce que tu n'as pas pour l'instant de c'est ça, voilà, t'as qui après en cas de fuyant que tu peux mettre à sa place. Pendant 5 minutes après. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, il faut courir quand même. Hein. On adore Jared Dudley. Vraiment, c'est pas une critique, mais. Faut limiter le temps. Gratuit, putain. Non, mais faut limiter le temps. Cette grossophobie ambiante dans tes coups, c'est terrible. Non mais oui. Effectivement, je vous relance totalement à voir ce stretch 4 qui est capable de ressortir au périmètre pour couvrir les lignes de tir, etc. Ça peut être intéressant justement avec Kuzma et tu le soulignes vraiment très brillamment. Donner 30 minutes à Dwight et à Maggie sur ce genre de match, c'est pas dit que ce soit une bonne idée. Après, bon, c'était un premier test aussi, tu vois. Donc c'est le deuxième contre tes Bucks, je me rappelle plus. Non, le premier. C'est le premier, voilà, c'était un premier test. Voilà, tu vois, c'était aussi une première prise de température. Contre les Clippers, premier match, on a aussi fait beaucoup de choses comme il ne fallait pas les faire. Et on a quand même eu des bons ajustements pour le deuxième. Qui ont fait le deuxième a semblé beaucoup plus disputé à mon sens que le premier. Donc voilà, tout n'est pas perdu, mais effectivement petite sonnette d'alarme sur le match des Bucks. Et après, si tu veux je pense que Jason Kidd était super fier de voir Giannis pull-up à 3 points. Ah ouais, putain. Lui qui l'a complètement barré. Tu ne tireras pas 3 points de Giannis. Ouais, non, mais. D'ailleurs, je pense qu'il a vu le crâne chauve et luisant de Jason Kidd sur le terrain. C'est ce qui l'a motivé à autant tenter des pull-ups insolents comme ça. Non, parce qu'en plus, il tirait, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que le mec partait en transition, il te mettait des transition 3, même un peu loin de la ligne. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était du Stephen Curry, le mec. Il s'était transformé en Stephen Curry dans sa prise de tir, etc. Et voilà, ça, on le reverra pas non plus sur 7 matchs contre eux, éventuellement en finale NBA. Quoi. Ça, tu voulais rajouter quelque chose sur le match contre les Bucks? Non. Mais et après peut-être sur le fait que le match contre Denver, c'est là où toute la défense en fait lâche. Ouais. Tu vois, t'as zéro envie. Tu vois, tu le sens. Ouais. C'est un des rares matchs où tu t'es dit là ils en ont rien à foutre. Ouais. Il y a eu les Mavs aussi quand même. Les Mavs chez nous. Ouais, les Mavs chez nous aussi. C'est vrai qu'à un moment donné tu lâches. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Il y a aussi et c'est à chaque fois d'ailleurs c'est la défense qui tombe. Hein. Notre vrai régulateur de performance reste quand même la défense. Une fois de plus, oui. On est moins bien justement à cause des 4 matchs. Ouais, mais sur la période, t'es quand même 11e défense. Enfin, sur cette période de 12 matchs, on tombe à la 11e défense du pays, ce qui reste relativement correct. Mais bon, ce qui est assez étonnant vu le début de saison qu'on avait fait en défense, justement. Il y a des joueurs qui sont un peu plus à la peine. Enfin, tout à l'heure, tu signalais le très bon début de saison de Dwight Howard, qui est vrai. Hein. Mais c'est moins bon depuis. Voilà, depuis un certain temps, ça ralentit un peu, quoi. Bon, il n'est pas aussi à la rue que Tyson Chandler après 6 matchs la saison dernière. Hein. On n'en est pas là, mais c'est un peu en deçà de ce qu'il avait pu produire en début de saison. Mais pour reprendre la défense, oui, on est moins bien sur les 12 matchs, sur les 12 derniers. Après, on est 11e, à comparer sur le fait qu'on est 4e meilleure défense sur l'ensemble de la saison. Après, si tu prends que les 8 derniers matchs, on est 5e. Donc, tu vois, c'est vraiment que il y a un truc qui s'est passé en défense sur ces 4 matchs où tu t'es dit, allez, c'est bon, là. On a pris le bouillon, quoi. Voilà, on a pris le bouillon, c'est ça. On passe au côté plus reluisant de cette série. Donc, 8 victoires contre Portland, à Portland, contre Dallas, contre Phoenix, contre la Nouvelle-Orléans, avec le retour des Lakers, des anciens Lakers aux Staples. Les Baby Lakers aux Staples, ouais. Contre Détroit, contre New York, et les victoires à l'extérieur à Dallas et à OKC sans LeBron et sans AD sur ce match-là, et sans Danny Green d'ailleurs. Et sans Danny Green, en passant, ouais. Commentaire, puisque les Lakers sont suffisamment faibles. Ouais, c'est ça, oui. Moi, j'aime bien cette série, en fait, quand même. Elle est cool. Elle est quand même cool, parce qu'il y a beaucoup de matchs, tu te les rends faciles, très vite. Et même tu peux dire les Knicks, c'est facile les Knicks. Ouais, enfin tu regardes les Knicks qu'ils ont fait avant toi et juste après toi. C'est-à-dire ils vont taper
qui sont tapés à l'ouest en très fort. Oui, bah, ils tapent les Clippers. Non, ils manquent de taper les Clippers. Ouais, c'est ça, ils ont failli taper les Clippers. Ouais. Ils manquent de taper les Clippers, je crois qu'ils tapent une autre. Peut-être ils tapent les Kings, mais bon, après, on peut parler de grosses équipes. Ouais, non, excusez-moi, j'ai rien dit. Bon, ils manquent de taper les Clippers. Ils battent une excellente série aussi, il faut le dire. Ils battent aussi après le 8, là, ils viennent de battre le 8 chez eux au Madison. Donc tu vois, c'est avec les Knicks, il faut quand même les prendre. Tu vois, il faut quand même les prendre. Comme tu dis, OKC, ils étaient sur une super série, tu les joues en back-to-back, t'as plus personne toi dans ton roster, il te manque tes trois titulaires les plus importants. Ouais, et sans appel la victoire, il n'y a pas de contestation possible. Je crois qu'OKC c'était 11 victoires sur les 13 derniers matchs, quelque chose comme ça. Ou sur les 14 derniers matchs. Enfin, ça restait, tu vois, ils étaient dans une dynamique qui était quand même vraiment très bonne, avec un Chris Paul extrêmement chaud, etc. C'est ça, et face à nous, ils sont complets. Hein. Ah oui, non. Ils sont complets, ouais, c'est ça. Et nous, on n'était pas complets du tout. Et ils prennent tarif dès le premier quart-temps. Alors certes, on les éclate, franchement. Ouais. Avec Rondo, Kuzma en feu, mais derrière, t'as tout le banc qui s'est mis à niveau. Tu vois, Quinn Cook aussi qui a sorti des gros tirs, Daniels aussi qui sort des gros tirs au moment où ça va bien. Bref, c'est ça, je dis, c'est des victoires qui font plaisir, notamment les qui sont cool. Parce que tu sens qu'il y a une vraie équipe en fait. C'est ça, tu vois, c'est pas juste un duo. Derrière, t'as quand même des mecs qui sont dans le wagon, qui croient dans le projet. Et qui se sont dit, bah non, là, c'est à nous de mettre à niveau, on se met à niveau. Ouais, et puis les Mavs aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas Anthony Davis, mais du coup, Kuzma a pris ce rôle de lieutenant de luxe aux côtés de LeBron dans le 5. Il a pris ses responsabilités, il les a assumées. On lui demandait juste de scorer, il a scoré, tu comprends. Donc là, c'était plutôt quand même. On a quand même, tu vois, ce stretch-là de victoire, il nous a quand même appris de bonnes choses. On en avait cette équipe, on tarissait quand même pas d'éloges sur elle, tu vois, sur son mental, sur sa capacité à faire respecter la hiérarchie. T'en parlais, je me rappelle dans un podcast, le dernier ou l'avant-dernier. Voilà, il y a quand même toujours de plus en plus de choses bonnes à ressortir de cette équipe des Lakers, notamment avec cette série de victoires. Le match à Portland, il n'est pas évident non plus, tu vois, c'est jamais un déplacement facile, et notamment pour les Lakers d'ailleurs, qui est une franchise assez maudite au Moda Center. Donc tu vois, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien. Contre Nola, pareil, bon, c'était pas le match le plus dur de la saison, on va pas se mentir, mais il faut quand même, tu vois, il fallait pas lever le pied, et on n'a pas levé le pied, et c'est quand même plutôt bien finalement. Oui, parce que tu vois, tu dis ça, on est la dernière équipe aujourd'hui à être invaincue face aux équipes qui ont un bilan inférieur à 50%. Oui. Et tu avais diffusé sur le compte un tableau qui était très intéressant, et aussi je pense qu'on est une des équipes qui jouent le moins contre les équipes qui ont un bilan de 50%. Sachant que on précise quand même, c'est un petit ajout que j'ai pas fait sur le compte, mais que je fais sur le podcast. Ce tableau est quand même sujet à énormément bouger, puisqu'en réalité, il y a les équipes, on va dire du milieu de tableau, de chaque conférence, ont tendance à alterner entre le 50% et le 50%. On pense notamment à OKC, qui est classifié dans ce tableur comme une équipe qui aujourd'hui a plus de 50%, alors qu'elle végétait dans les 40% pendant un bon petit moment, tu vois. Donc bon, il faut aussi relativiser par rapport à ça, mais effectivement, on est l'équipe, je crois, il me semble, on est l'équipe dans la conférence Ouest qui aujourd'hui a factuellement joué le moins de matchs contre ces équipes, on va dire, faibles, entre guillemets. Et sur la difficulté des différents calendriers, on est la deuxième équipe avec le calendrier le plus difficile derrière la Nouvelle-Orléans. En termes de trip, tu veux dire ? En termes d'adversité. D'adversité, ouais. Oui, rien n'était facile. Je veux dire, un back-to-back comme celui qu'on vient de finir à la Mavs OKC, à l'extérieur et tout, je veux dire, celui-ci, il faut quand même avoir une équipe sacrément solide pour aller le chercher, alors que tu es déjà sur 6 victoires d'affilée et qu'il te manque un cadre dans le premier match et 2 cadres dans le deuxième. Il y a quand même, à un moment donné, il va falloir arrêter de nier. Parce qu'en plus, tu tapes quand même aussi les Mavs. Tu vois, les Mavs, c'est quand même pas une équipe, on parle pas des Hawks. Tu vois, les Mavs, c'est quand même, je sais pas si c'est toujours aujourd'hui la meilleure attaque de la NBA, mais enfin, ça reste une équipe extrêmement solide et tu les tapes chez eux. Je veux dire, c'est cool. Et tu finis d'ailleurs sur un bilan de saison à 3 victoires, 1 défaite contre eux. C'est quand même tout à fait honorable. Parce que c'est une équipe qu'on peut potentiellement rencontrer en playoff, si je me trompe pas, les Mavs d'ailleurs en passant, non? Oui. Et donc, à l'heure actuelle, même, on les rencontrerait en premier tour. Non, en demi-finale. En demi-finale, d'accord. Oui, de toute façon, je suis là, ils sont classés un peu plus haut. Pareil avec Portland, que tu peux espérer les rencontrer si jamais ils commencent à regagner des matchs. C'est peut-être un potentiel 8e, tu vois, et tu gagnes la série aussi. Pour le moment, on est à 2-0 sur 3 matchs. De toute façon, tu veux finir premier pour jouer le 8e. Cette année, il faut prendre le 8e. Complètement d'accord.
Donc, que dire, à part que, je veux dire, pour l'instant, on n'a aucune vraie raison d'être inquiet. Moi, j'aurais été inquiet si on avait laissé des matchs bêtement là sur cette série, mais tu vois, on continue de gagner. On se prend cette gifle, cette véritable gifle contre les Bucks. Pour moi, la gifle, c'est pas contre les Clippers, c'était réellement contre les Bucks. Et contre évidemment aussi Denver, mais Denver, tu vois, c'était de l'abandon. Denver, il n'y avait même pas match. Alors que contre les Bucks, quand même, ils ont joué du début jusqu'à la fin. Ils ont pas, tu vois, il n'y a aucun moment, ils se sont dit, allez, c'est bon, le match est plié. Et les Bucks, à un moment donné, nous ont mis des sacrés runs, on était un peu la tête dans le seau et on a quand même continué, tu vois, de vouloir essayer de remonter le score. Donc c'était une gifle tactique. Et depuis, le mental de cette équipe, en plus de son excellent basket, fait que ça continue de gagner malgré tout. Donc, que d'heure de plus. Ouais, enfin, après, on parle quand même d'une équipe qui a perdu contre Memphis, contre Chicago. Ah, pardon, excuse-moi, je me suis trompé de page, c'était les Clippers. Excusez-moi. Je ferme. Hop. Est-ce qu'on passe aux matchs qui vont arriver, messieurs? Ouais. Des grosses confrontations et des confrontations un peu plus modestes. On repart sur les pronostics. On a de la grosse confrontation. Là, on est attendu au tournant. De toute façon, suite au tweet de Nas sur le load management d'AD et de LeBron, ça n'a échaudé plus d'un. Réception des Cavs. Des fans de joueurs avec une pilosité faciale importante. Allez, réception des Cavs. J'ai envie de te dire, si LeBron joue, pour moi, c'est win assuré, tu vois. Win pour moi. Ouais, win pour moi aussi. Win aussi. Ok. Réception du Magic. Pareil, win. Ouais, win. La même. Alors là, on commence les déplacements, monsieur. 5 déplacements consécutifs. C'est tous les deux premiers qui me font peur. Ah, il y en a qui Et le premier, c'est à Houston. Ouais. Ah, il va nous ouvrir l'autre. Russell Westbrook? Ouais, écoute, celui-là, il n'est pas facile à pronostiquer. Moi, je mets défaite. Je suis obligé de mettre victoire sur celui d'après, donc je mets défaite sur celui-là. C'est Boston juste après ou Sixers? Ouais, il faut le gagner. Ouais. Moi j'ai envie de te dire win, tu vois. Si AD et LeBron jouent, j'ai envie de te dire win. Allez, win. J'assume. Je vais dire défaite. Ok. Déplacement à Boston, au TD Garden. Win. Non, mais lui, win. Win. Lui, on peut pas le perdre. C'est ça. Déplacement au Madison Square Garden pour rencontrer New York. Win. Moi, je vais mettre une défaite parce que de toute façon, là, on partirait sur un autre streak de malade mental. Il faut à un moment donné quand même qu'on perde des matchs. Donc, je reste cohérent. Mais les Nets, quoi, qui sont en back-to-back. Ouais, c'est pas faux. Ah oui, c'est pas faux. Pardon, oui, j'avais complètement oublié ça. Et win contre les Knicks, du coup, et défaite contre les Nets. Ok. Adrien? Ouais, je vais encore mettre une victoire contre les Nets. Je sais pas, j'y crois pas trop. Même s'ils nous ont fait chier en pré-saison, là, quand même. Même le retour de Kyrie devrait pas trop. Ouais, ça m'inquiète pas plus que ça. Kyrie, peut-être pas. Levert, un peu plus, non? Ah oui. Ouais. C'est Kyrie Levert et les boîtes de nuit à New York. C'est ça qui me. Ouais, c'est ça qui fait peur. Plutôt ça qui me fait peur. Il faut regarder les dates. C'est pas l'anniversaire d'un des Barjots, là. Ah, si c'est l'anniversaire de Danny Green, c'est le bordel là. Ah, si c'est l'anniversaire de Cousins, on est foutus. Moi, défaite, allez. Défaite, moi j'ai mis victoire. Et après, déplacement chez les Sixers. Ouais, c'est Philadelphie, ouais. Moi, j'ai envie de te dire. Moi, en fait, je vais dire oui. Et pour ceux qui écoutent mon podcast, si on le gagne, je vous prépare un tweet que j'ai dans mes brouillons depuis déjà 6 mois. Donc, j'en dis pas plus. Rien que pour ça, pour moi, c'est oui. Donc, allez, c'est acté. Il sera de retour, l'opéré? Lequel? Pardon, Embiid. J'espère, parce que c'est lui qui est l'acteur principal de mon tweet que j'ai dans mes brouillons depuis 6 mois, justement. Donc j'espère qu'il y aura une défaite. Je suis désolé pour ton tweet et pour tes brouillons, mais il va y rester peut-être un peu plus. Moi j'ai mis défaite. Mais là tu vois, toi, t'es hyper pessimiste. Pour toi, on perd contre tous les concurrents. Contre Houston et les Sixers. Ah, Boston, c'est pas un concurrent, moi. Non, j'ai bien dit tous les concurrents. Hein. J'en ai pas oublié. Mais oui. Adrien? En fait, mais les Sixers sont pas toujours très bien non plus. Hein, non, ils sont pas toujours très bien. Non, mais oui, c'est pas ça le truc. C'est une équipe qui est largement frappable, hein, les Sixers. Mais totalement. Mais je vais mettre victoire. Je sais pas pourquoi je suis optimiste, mais je vais mettre. Moi, je vois bien AD marcher sur Embiid, tu vois, le piétiner, tu vois. C'est vraiment un truc que je peux imaginer, tu vois. Bref. Ok, on a fait des votes, on verra plus tard qui a eu raison de pronostiquer. On passe au top et au flop, messieurs. Allez, toi, tu disais en préambule avant qu'on enregistre que tu avais déjà ton top, donc vas-y. Adrien, peut-être une chance de me le voler, non? Non.
Très bien, merci beaucoup. Alors mon top, puisqu'il a été assez décrié ces temps-ci, ça va être Danny Green. Oui messieurs, Danny Green, okay. Qui fait des montagnes russes, certes, mais sur cette période, je prends vraiment cette série de 12 matchs, qui reçoit des pourcentages plus que corrects, puisqu'il tourne à 45% à 3 points, gentiment. Mais quand même. Et au niveau des stats avancées, c'est tout dans le positif, que ce soit offensivement, à l'offensive PIPM, il est à plus 0,83, plus 0,13 de defensive PIPM, et au on-off, ça se voit, sa présence est bénéfique à l'équipe, donc on part sur Danny Green aujourd'hui. Voilà. Ok. À vous, messieurs. Vas-y, Adrien. Non, je sais pas, j'en sais rien en fait. Vraiment, j'en sais rien. En fait, on pourrait ça dans du classique, c'est toujours pareil, et te dire que et foutre un LeBron qui soit fait 35 points et 15 rebonds, soit fait un triple-double, tu vois, donc par Rajon Rondo. Non, allez, moi je vais en équipe plus d'un, et tu vois, j'ai pas autant taffé le truc que toi, Clément, à aller voir les statistiques avancées, parce que probablement qu'elle le défonce. Mais moi j'ai envie de te mettre Maggie juste parce qu'il n'est pas encore cramé à ce moment de la saison, et on est quand même pas mal étonné. Enfin, moi, en tout cas, je le suis. Je m'attendais à ce que ce soit mauvais et que ça aille de mal en pis, entre guillemets. Mais finalement, non. Eh bien, non, elle ne le défonce pas. Elle confirme ton choix. Okay. Elle confirme ton choix. Et ben, voilà, Maggie. Bien, alors moi, je vais sélectionner... Oh, le casual, il a choisi LeBron. Oh là là. Non, j'ai décidé de prendre Caruso. Ah oui, j'en étais sûr. Oui, je prends Caruso parce que, en fait, si tu veux, ce que j'aime bien avec Caruso, c'est qu'il est en train de casser les couilles à tout le reste de la ligue. Oui, notamment avec les médias notamment. Ouais. Commence à avoir marre, tu vois, de la hype de lui, mais comme en fait, ça ne l'arrête pas, tu vois, donc... lui, il le fait même pas exprès, en fin de compte. Hein. Il en joue même pas, j'ai l'impression, d'ailleurs, en fait, de tout ça. C'est ça, il pourrait mettre des chaussettes bleues, tu vois, qu'après, une fois, il y a un petit Caruso qui va arriver, mais il va continuer à dunker, il va continuer à défendre. Il est un Solan, là, dernièrement, à 3 points, ça y est, c'est enfin le Caruso shooter qu'on avait vu en fin de saison dernière. Largement au-dessus de la moyenne de l'équipe en ce moment, je me dois tourner autour de 50% sur les 8 derniers matchs. J'ai pas vérifié. Hein. Je te dire ça sur le bon span. Donc non, Alex Caruso, très bien. Très très bien, c'est lui qui doit plus que jamais prendre les minutes d'un certain RR. Et pourtant, Caruso, il a pas mis 20 points, 12 passes et 8 rebonds contre ici. C'est désolé. Et mais je vais balancer une petite stat aussi avancée là sur le compte pour un peu calmer tout ça. Donc voilà, bravo Alex, merci d'être le super role player que l'on avait besoin à ce poste-là. Et qu'on l'attendait pas spécialement d'ailleurs à ce niveau aussi, faut le dire, parce que il partait quand même pour moi d'assez loin. On en avait même d'ailleurs parlé en préambule de saison, et là aujourd'hui il nous fait quand même des matchs plutôt coquets, donc effectivement je comprends le choix de Caruso. Les flops, qui veut commencer? Qui veut mettre en flop? Ouais, c'est toujours pareil. Hein, non, si. Il y en a un, bien sûr qu'il y en a un. Non, mais oui, il y en a un, quoi. Évidemment que c'était, je sais pas, tous les anciens nostalgiques des Celtics, là. Non, super joueur intelligent en carrière, tu comprends rien au basket parce que tu l'aimes pas, c'est Rajon Rondo. C'est pas parce qu'il a fait un bon match qu'au OKC qu'on va oublier l'inanité de ses performances sur le reste des matchs. Tu vois, c'est pas un match sur 4 qui sort de correct, c'est un match sur 8 ou un match sur 9. Mais il y en a un qui a quand même osé me dire qu'il a joué 10 bons matchs cette saison. Je me rappelle dans les mentions, j'ai débattu avec lui pendant 2 heures. Et le mec... Et est-ce que tu as vu que finalement, cette conclusion de cette conversation, qui m'a quand même pas mal irrité, tu vois, sur le coup, je l'ai pas trop montré, mais ça m'a bien saoulé. À la fin, je lui ai dit, mais finalement, quel est ton vecteur pour aujourd'hui me dire que Rondo était très bon sur ces 10 matchs? Parce qu'il avait vraiment dit, pour lui, c'était vraiment très bon, c'était nickel. Non, mais c'est le plus... non, mais c'est le plus-minus. Il était à plus 15 de plus-minus sur ce match-là, donc il était vraiment excellent. Et je lui ai dit, mais tu sais, dans ces matchs-là, il y avait quand même pas mal de blowout, en l'occurrence. Des matchs que LeBron et Indy avaient tué, tu vois, direct, première mi-temps. Il dit, oui, mais tu sais, un blowout, ça a lieu uniquement si la seconde unit joue aussi bien que la première, sinon mieux. Enfin, tu vois, on était vraiment dans du degré zéro basketballistique. Donc oui, les flops, effectivement, je te rejoins limite. Je donnerais pas de flop, pour moi, je mets le même que le tien, et comme ça, c'est terminé. C'est tous ces enculés qui ne connaissent rien au basket et qui balancent en plus des idées reçues sur idées reçues, tu vois. Et effectivement, ouais, LeBron, tu connais rien au basket. Si tu le connaissais un petit peu, Rondo, tu connais rien au basket. Si tu connaissais Rondo depuis déjà des années, tu saurais
vrai que c'est un joueur extrêmement intelligent, machin, vraiment le joueur parfait pour driver cette seconde unité. Alors attends, et t'oublies la carte spéciale. Ouais, mais là il est pas très bien, mais vous verrez en playoff. Alors là, c'est bon. Voilà, c'est ça. Et là, tu vois, là c'est le point Godwin, tu vois, et là tu veux plus aller plus loin, c'est terminé. Donc oui, pour moi, je suis d'accord avec toi sur ton flop. Voilà, c'était ma conclusion. Eh bien, moi, je tomberai pas dans cette cabale médiatique contre Rajon Rondo que je respecte totalement. Et il nous fait le coup à chaque fois. Je vais plutôt avec c'est son plus grand fan depuis qu'il joue à Kentucky quand même. Ouais, mais totalement. Voilà. Et je le supporterai l'année prochaine quand il sera à Shanghai. Donc, mon choix pour cette série de 12 matchs, ça va être son compère, Avery Bradley. Ouais. Qui est revenu de blessure et qui semble retrouver un semblant de shoot, à 3 points, puisque le mec était quand même incapable de rentrer un 3 points. Les plus à mi-distance, ça y allait, mais les 3 points impossibles. Mais là, apparemment, ça va un peu mieux. Mais le souci, c'est qu'il est revenu dans le 5, à la place de KCP qui était bon. Voilà. Et il n'a jamais compensé ce changement ou justifié ce changement, du coup. Oui. Et on est meilleur quand il est en dehors du terrain, que ce soit offensivement ou défensivement. Et ça, c'est un peu plus inquiétant puisqu'il a quand même été recruté pour ça et qu'il était plus que correct en début de saison. Avant sa blessure, oui. Ouais, voilà. Donc on part sur Avery Bradley. Ok. Bon, est-ce qu'il nous reste... je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. C'est bon, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain numéro d'ici 2-3 semaines, messieurs. Allez. D'ici là, passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée, les gars. Ciao. Ciao.